J'ai un petit atelier à Saint-Brieuc, une ancienne menuiserie qui me sert d'atelier. Dès que je pouvais, dès que j'avais un peu d'argent pour acheter des matériaux, je construisais le bateau. Et comment les gens te percevaient? Tu disais que... Alors déjà, au premier bateau, le Scroll, les gens me prenaient pour un ahuri, un doux rêveur qui... Un peu le mec qui construit sa soucoupe spatiale. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, tout le monde avait peut-être un petit sourire en me parlant, quoi. Et donc je ne disais pas trop mes plans non plus, hein. J'essayais d'être discret. Et surtout après le naufrage du premier bateau. Dire. Déjà, alors quand tu es revenu après voilà. Donc les gens ont dit, qu'est-ce qu'il est encore en train de s'acharner là-dessus, ils voient bien que ça marche pas. Hein, donc, oui, parce qu'en plus, ils t'ont vu construire le premier, ils ont entendu parler de ta mésaventure, voilà. Et ensuite ils t'ont vu reconstruire un bateau similaire, encore plus petit. Oui. Donc il dit, ça y est, là, on va peut-être l'interner d'office. Enfin, il y avait sûrement eu des gens qui ont pensé vraiment fortement que j'étais complètement irresponsable. Après, je suis parti en catimini, je ne suis pas parti du port de Saint-Brieuc, je suis parti de Lisbonne. Du coup, tu l'as mis à l'arrière sur une remorque. Et tu l'as transporté avec ta voiture jusqu'à Lisbonne. Pourquoi Lisbonne en fait? Parce que c'était l'endroit où j'ai coulé donc tu as repris la route. Le mec décidé, genre je vais faire le tour du monde avec un petit bateau, je me suis arrêté là, je reprends là. C'est excellent. Voilà. Et en plus ça me permettait d'éviter de repasser une deuxième fois le golfe de Gascogne qui c'est pour des histoires de saison, c'est assez compliqué pour la suite. Je me suis dit je vais partir avant l'été où c'est la meilleure saison sur les côtes du Portugal pour aller jusqu'aux Canaries. Et aux Canaries, s'il y a des modifs à faire, je vais pouvoir faire un chantier, modifier tout ça là-bas tranquillement pendant tout l'été. Finalement le bateau s'est super bien comporté, j'étais super fier de lui. Donc rien à faire dessus. Du coup tu es reparti en France, gagner un peu de sous et ensuite tu es reparti aux Canaries. Voilà, au mois de novembre. Novembre 2019. Et là du coup tu as traversé l'Atlantique directement. En combien de jours? En 29 jours. 29 jours. Un truc assez performant pour un petit bateau comme ça parce que j'ai moins de 100 000 par jour et ça a été alors j'ai eu du mauvais temps mais le bateau s'est super bien comporté, j'ai kiffé vraiment, c'était vraiment un régal. Arrivé où? Martinique? Guadeloupe. Alors j'avais prévu la Martinique mais le vent a un peu tourné et là j'étais obligé de m'arrêter un peu en Guadeloupe pour avoir le début de la bonne saison pour le Pacifique. Et ça m'a permis de travailler un petit peu sur les pontons et de gagner un peu d'argent. Là tu es reparti ensuite, donc direction Panama en direct, mer des Caraïbes. Mer des Caraïbes en direct. En ligne droite. D'une facilité aussi incroyable, pas de mauvais temps du tout là. Et donc arrivé à Panama, moi je suis passé par le canal, mais ça coûte super cher. Mon bateau n'était pas forcément adapté pour un transport en camion, sauf que toi, tu as pu le faire transporter par un camion. Derrière un pick-up, surtout que j'étais assez pressé parce que la marina à Shelter Bay, c'était un tarif qui commence à facturer à partir de 30 pieds. Et le prix de la marina, c'était complètement hallucinant. Et donc, j'ai pris le premier Pékin qui m'a proposé quelque chose. Donc, j'ai payé assez cher, mais je suis parti presque en 2 semaines, j'étais de l'autre côté. Ok. Tu as fait un premier essai de l'autre côté pour partir une première fois, j'ai vu sur ton... j'ai eu des petits soucis un peu en catimini. En catimini, mais je rentre pas dans les cadres vraiment des autres bateaux qui ont tout un protocole. Ne serait-ce que pour passer le canal, il faut être 6 à bord, il faut un moteur qui t'emmène à 5 nœuds. Moi, je vais absolument pas mettre 6 personnes à bord, j'ai pas de moteur. Donc le pick-up m'a déposé au pied des écluses sur une rampe d'accès, une cale d'accès à l'eau, quoi. Et j'ai continué le petit trajet qui restait à la Godille. Ok. Et c'est là que les policiers du canal me sont tombés dessus. Au milieu du canal, au milieu des gros cargos à la Godille. Oui. J'étais pas dans le chenal non plus. T'étais à l'extérieur, mais... Alors évidemment, ça surprend un petit peu. Les policiers sont pas du tout habitués à ça. Ils me sont tombés dessus, mais illico. Non, pas vraiment. Non, pas. L'humour, ils ont des qualités sûrement, mais pas l'humour. Et donc ils m'ont arraisonné, mais assez violemment. Ils m'ont remorqué, mais à toute vitesse dans une zone militaire. Un truc incroyable. Et ils m'ont dit, on va fouiller votre bateau de fond en comble. Alors c'est assez drôle parce que le bateau, tu serais trafiquant de drogue ou d'armes, tu n'utiliserais pas un bateau comme ça. Et donc il y a eu un militaire qui est venu à bord, tout avec son gilet pare-balles, son Colt, ses Rangers. Il est rentré comme il pouvait. En plus le gars il faisait presque 2 mètres. Il est rentré, il a ouvert tous mes bidons de nourriture. Et là, c'est une zone où il y a beaucoup de passages de cargo, de remorqueurs et tout. Donc ça bougeait en plus à bord. Tout à l'heure, il va me faire un gros pâté. Oui, c'est vrai. Et donc, c'était assez drôle sur le coup, mais je dis, mais ça m'embête
arrête un peu cette affaire-là et comment ça va se terminer. Et finalement, ils m'ont remorqué, pareil, pleine balle sur la cale à laquelle j'ai été mise à l'eau. Et ils m'ont ordonné de retrouver une remorque et de repartir de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas, parce que c'était non ça leur plaisait pas en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça que tu as préféré partir en catimini pour pas avoir à gérer. Oui, parce que de toute façon, j'avais plus de puce téléphonique, j'avais peu de contact à terre, il me restait 2 $. Et donc au petit matin, je suis parti comme ça dans la nuit pour à la Godille. Jusqu'à ce que tu chopes du vent. Voilà. Ah oui, non, mais je ne vais jamais à l'extérieur, c'est vraiment trop dangereux. Donc en fait, pour les gens qui n'imaginent pas ce que ça veut dire que passer, là par exemple, pour la traversée entre Panama et Marquise, tu as passé 44 jours, donc essentiellement allongé ou assis à l'intérieur, oui, à t'occuper, à lire, à écrire. Voilà. Quand même réaliser ce que ça signifie de rester à l'intérieur d'un espace qui représente combien de mètres carrés en fait? Ça correspond à 2 mètres carrés peut-être. Voilà, c'est ça. En fait, il faut apprécier quand même la taille du bateau, il faut aussi apprécier le confort que ça représente à l'intérieur. Ouais. Moi, je ne l'imaginais pas avant de rentrer à l'intérieur du bateau. En fait. Donc ça, c'est l'intérieur de Baluchon. Alors c'est en mode quai, donc il y a un peu moins rangé qu'évidemment en camp mer où il faut que rien ne bouge. La partie la plus importante, c'est tous les bidons d'eau qui prennent le plus de place. Ok, donc ta réserve d'eau, en fait, elle est là. Elle est dans tous les bidons sur les côtés. Voilà. Et là, c'est ça. Voilà. Donc là c'est au maximum des bidons que j'avais pour la Transpacifique, donc ça fait 90 litres. Donc après, je vais enlever quelques bouteilles pour gagner un peu de place. Ce qui n'est pas beaucoup, 90 litres. Quand même. Ça fait 2 litres par jour sur 44 jours, donc voilà. T'es arrivé, il te restait pas quand même beaucoup. Il ne restait plus grand chose. Hein. Et puis j'ai une petite pompe, là, je ne sais pas si on la voit, la pompe rouge, qui sert à remplir ma théière et voilà. La théière d'ailleurs, ah oui, la fameuse théière. Ah ouais, voilà. J'ai perdu le bouchon tout de suite dès que je l'ai acheté, mais bon, elle fait encore son travail. Les bidons que tu emmènes, c'est à la fois pour te laver, pour boire. Ouais, surtout pour boire, parce que j'ai pas de dessal du tout, qui rentrait pas du tout dans le budget de construction du bateau. Ouais. Et donc j'emmène mon eau dans les petits bidons. D'accord. Et donc il faut surtout ne pas gaspiller, quoi. Qu'est-ce que tu prévois comme nourriture? Parce que pareil, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc il faut limiter la chose. Du coup, t'en aimes quoi? Du riz? Alors, des nouilles chinoises, qui est très pratique en mer. Ouais. Et puis des boîtes de sardines, des boîtes de thon. Tu manges pas de riz par exemple? Non, c'est trop long à cuire, quoi. Faut vraiment limiter le. Donc ça veut dire que tu manges que des nouilles chinoises tous les jours? Oui. C'est vrai. Alors quand tu arrives, tu te dis, 2 jours avant d'arriver, tu commences à imaginer un bon steak frites avec une salade. Oui, j'imagine. Et donc ça commence déjà à. Et pas de frigo? Ah non, bien sûr que non. Là, tu es en train de vendre du lait. Alors, faut s'imaginer que c'est plus proche de l'expédition en haute montagne ou dans un désert que de la navigation au niveau nourriture et l'alimentation. J'imaginais pas, je pensais que. C'est les modèles ronds qui rentrent juste dans ma casserole. Ok, et donc sardines en boîte, maquereau en boîte, non? Voilà, c'est ça, sardines, maquereau-thon, ouais. T'as même pas de ration, t'es pas parti avec des rations, toi, de l'armée? Disons qu'après, je suis parti avec un budget super serré. Enfin, je sais pas si je t'ai raconté, il fallait que le bateau fasse moins de 4 000 €. Et pourquoi 4 000 €? Parce que c'est ce que j'avais sur mon... Je me dis, il y avait peut-être un truc avec les 4. Non. Enfin, c'était à peu près ce que je pouvais mettre en budget, quoi. Okay. Sinon, ça m'aurait fait des années d'économie. Enfin, moi, je voulais partir le plus rapidement possible. Impressionnant. Moralement, avec si peu de variété dans l'assiette. Ouais. Mais ça, beaucoup de gens me posent la question, alors que moi, ça me dérange pas du tout. Je peux manger la même chose. C'est plutôt la boîte d'accompagnement qui fait. C'est vrai que j'ai une préférence pour le maquereau en boîte. On n'en trouve pas à Panama. Oui, donc il m'en restait quelques-unes que j'avais bien dissimulées et que c'était une surprise. C'était un jour de fête quand il y avait un maquereau qui sortait du... Tu m'étonnes. Question pêche. Oui, c'est une question qu'on me pose très souvent, ça, et qui étonne tout le monde. C'est on me demande ce que je pêche. Et finalement, je pêche très peu. Parce que faut imaginer que le bateau bouge vraiment beaucoup. C'est un shaker. Et on ne peut faire les choses que d'une seule main. Donc pêcher un poisson grand comme ça, le découper en filet en mode rodéo, très difficile. Voilà. Surtout que tu n'as qu'un seul couteau. Voilà. Et puis voilà, oui, en plus. Donc pas de pêche. Non, pas de pêche. Pas du tout. T'as juste un petit réchaud, un peu comme ceux qui se disent sur le Vendée Globe en fait. Voilà, oui. Le même genre. Oui. T'as une gamelle. Voilà, une gamelle, une fourchette et une passoire.
T'as pas de couteau, t'as pas de... Ah bah j'ai mon couteau toujours, mais qui me sert à tout. J'ai un couteau suisse qui me sert... Voilà, t'as un couteau multifonction, voilà. t'as pas un couteau pour couper... non. Pas de grande cuillère. J'ai une grande cuillère, mais elle est toute aplatie. J'ai dû l'utiliser pour faire un... Et donc comment tu fais si tu perds ta fourchette? Mais ça m'est arrivé, et c'est un ami qui me l'a donné en Guadeloupe. D'accord. Et donc c'est le challenge, c'est de lui ramener sa fourchette en France à mon retour, quoi. Donc je fais très attention à ma fourchette. Excellent. D'accord. Oui, c'est ton compte cuisine est là. Ouais, c'est mes affaires de cuisine qui se trouvent là. Cuisine. Voilà. Là, un bidon de nourriture, tous les bidons de nourriture. Tout ça, c'est des bidons de nourriture à l'arrière. À l'arrière, c'est l'outillage et mode de réparation du bateau. Donc. Et ta casserole, t'as quand même une fourchette, mais t'as quand même une poêle. Oui, non, c'est bien équipé. Et ouais, voilà, c'est pas mal. Et une gamelle. Voilà. Et j'ai ma fourchette qui est là, c'est ça, donc il faut pas la perdre. Et donc brosse à dents, dentifrice, liquide vaisselle, t'es super équipé. Et alors, en fait, ah ouais, tu peux gérer ta barre de n'importe où à l'intérieur du bateau. Voilà, j'ai une brosse qui fait tout le tour du bateau. Ah ouais, j'avais pas vu. Et qui aussi, le pilote est dessus, là, je sais pas si tu le vois. Voilà, sur la brosse, c'est le pilote pousse ou tire la brosse et qui fait bouger la barre, quoi. Ah ok, c'est la première fois que je vois un montage comme ça, ok, j'étais surprise. D'accord, donc il est vraiment constamment là en fait, il n'est pas du tout à 90 degrés. Tu vois, j'appuie un petit peu sur bâbord, un petit peu sur tribord s'il y a à modifier, mais il est tout le temps là, quoi. Ok. Ta flashlight, un extincteur. Oui, bah oui, quand même, il y a des éléments de sécurité. Ouais. J'ai même une VHF, là, je sais pas si tu la vois derrière le sac bleu, là. Oui, voilà. VHF, un compas. Voilà, un compas. Ma balise, elle est juste ici, là. Ah, voilà, ok. Voilà. C'est une balise individuelle, c'est pas une balise de bateau, hein. C'est une balise qui a mon nom et non pas au nom du bateau. Ah, d'accord, ok. Ah, non, mais... Ah, t'as quand même un AIS? Non, c'est un détecteur AIS. Un détecteur AIS. C'est comme un détecteur merveille, mais au lieu de détecter les ondes radar, ça détecte les ondes AIS des autres bateaux. Okay. Donc dès qu'il y a un bateau qui a un AIS dans le coin, ça sonne. C'est la première fois que je vois ça, ouais. Et donc cet appareil a été fabriqué spécialement pour le Golden Globe, où le GPS est interdit et la radio aussi. Donc il fallait quelque chose. Ils ont quand même ça, ouais. Ils ont ça, et c'est le seul équipement électronique obligatoire. Donc j'ai réussi à en récupérer un. Ah, parfait. C'est vrai qu'il fait bon hein, dans ton bateau quand même. Hein. Oui, ça cogne, quand ça cogne, ça cogne. Mais là, je m'accroche comme ça parce que ça bouge beaucoup et puis je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Ah, tu vois tout en fait sans bouger. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça que je me demandais, comment tu fais tes tours d'horizon là régulièrement? Alors, les bleus sont suffisamment larges en fait. Oui, pour voir grosso modo ce qu'il y a, mais la nuit, je sors ma tête comme ça. Ok. Et puis je surveille tout ce qui se passe. Donc c'est la position. Quand tu es arrivé aux Marquises, on t'est arrivé à Hivaoa. Oui. Et en pleine période du Covid en plus. Ah bah oui, interdiction de descendre à terre. Ah oui, en pleine période du Covid. Donc toi t'arrives, t'as même pas le droit de descendre à terre pour t'offrir la bière hyper fraîche. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais alors c'est super parce que comme les gens sont venus, quand je suis arrivé au mouillage, d'abord les gens hallucinaient de me voir, disent mais d'où il peut venir ce gars là avec sa godille et puis son bateau un peu bizarre. Et donc je suis passé juste à côté, le premier bateau que j'ai croisé, j'ai dû faire très pitié, il y a un gars qui est sorti une bière fraîche de son frigo et qui me l'a balancé juste quand je suis passé à côté de lui. Et donc c'était vraiment excellent, un truc tout frais là. Ouais, une Inano. Et après tout de suite, tous les bateaux, tous les dinghies des bateaux au mouillage, il y avait une trentaine de bateaux là, confinés à Hivaoa. Tout le monde est venu avec des pamplemousses, du chocolat, des bières fraîches, des trucs et que tu apprécies. Au bout de combien de temps tu as pu mettre pied à terre? Alors c'est la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti juste avant le confinement général et je suis arrivé pratiquement à la fin. Là. Les mesures étaient en train de se relâcher. J'ai interdiction de descendre à terre pendant 2 jours, mais les autorités, la gendarmerie m'ont tout de suite mis un badge, comme quoi j'avais 44 jours en mer, donc ça valait largement une quarantaine de confinement. Aux Marquises, comme c'était un peu confiné, j'ai sorti mon bateau de l'eau, un chantier très sympa, la MMS. Marquise maintenant service. Ouais, Vincent, le patron du chantier, m'a accueilli vraiment très bien.
Et là, j'en ai profité pour faire un petit carénage, un petit nettoyage et une petite révision du bateau. Tu as pris le temps en fait de visiter Non, parce que bon, le but c'est quand même de, oui, c'est d'avancer dans le Pacifique. Le but est alors de visiter des îles bien sûr, mais c'est surtout respecter aussi la sécurité. Voilà, c'est ça. Et la nécessité que tu auras bientôt de t'arrêter un peu pour gagner un peu de sous. Exactement, oui. Le voyage, c'est pas tout, mais bon, faut bien vivre. Oui. Et donc, tu comptes t'arrêter bientôt en Nouvelle-Calédonie. Alors, à l'origine, j'avais prévu de faire un petit escale en Australie, qui est un vieux rêve aussi, mais avec le Covid, c'est fermé et 2020, ça sera tout fermé. Donc, je pense que je vais m'arrêter en Nouvelle-Calédonie. On parlait de pourquoi ton bateau avait une poule à l'avant, parce que c'est quand même le deuxième bateau que je rencontre avec une poule sur sa coque. Le premier c'était dans les Caraïbes, à Petite Martinique, ou Petit Cameroun je crois, Petite Martinique, où j'ai rencontré Guirec Soudé et Monique la poule. J'étais tellement heureuse que Monique monte à bord de notre Tiger et chie même sur le cockpit, tu vois, j'étais ravie. Et t'es le deuxième à avoir une poule sur la coque. Et toi la poule là elle est à l'avant. Oui. Sur la carène. J'en ai une à l'avant et j'en ai une dans la voile, la poule. Donc c'est un ami qui fait du Jean-Yves Le Fourme, un bon ami qui fait du street art, qui est artiste peintre et qui fait du street art à Brest. Et qui met des poules, c'est son dada, il trouve que c'est un animal qui le représente, c'est qui lui parle et qui met des poules partout dans sa ville. Et donc il m'a demandé de mettre des poules sur mon bateau. Donc bien sûr que j'ai accepté parce que je suis super fan de street art et de ce qu'il fait en général. Et donc j'étais obligé de l'arrêter parce que sinon on m'aurait dessiné des poules partout sur le bateau. Restez attentifs, encore une petite anecdote en fin de vidéo. Désolé pour le son, hein, je sais que parfois il n'était pas terrible, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Merci. Et t'as déjà été proche avec ton bateau de baleine par exemple? Ah oui, je suis passé à moins de 10 mètres d'une baleine. Enfin, c'était étonnant parce qu'elle était sur le côté avec la nageoire verticale et je suis passé juste à côté. Et donc je me dis, rien que le fait qu'elle rabatte la nageoire sur moi, je suis coupé en deux là. Donc, Le plus intense, c'est un moment, j'entends un grand coup dans le gouvernail. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû taper dans un bout de bois, quelque chose. Je sors, ça recommence. Je me pense par-dessus bord, c'était un requin qui était en train d'essayer de manger quelque chose en dessous du bateau. Et déjà, il faisait au moins la moitié de la taille du bateau, dans les 2 mètres, et hyper agressif. Il était en train d'essayer de chasser un poisson qui avait dû se réfugier sous mon bateau. Et il tapait comme... Enfin, il était vraiment très... ce qu'il faut dire, c'est qu'1 heure ou 2 avant, j'avais plongé pour nettoyer toute la carène. Et donc après je dis non, c'est peut-être pas la peine. Ça refroidit. Alors c'est confortable, faut être amoureux. C'est excellent.